Je m'appelle Gérard Clément, je suis cervoliste, ce qui n'est pas une maladie, et je suis le gérant de la Maison du Cerf-Volant à Paris. L'activité du cerf-volant s'est développée il y a quelques années déjà, en même temps que les pratiques extérieures, comme la planche à voile. Après, on est passé... C'est vrai qu'on est dans une société où on zappe sur les activités. Après, on est passé à la patinette, après à la planche à roulettes. Et le cerf-volant, lui, a débuté dans cette période-là et s'est développé pour avoir une vitesse de croisière, on va dire, maintenant. C'est-à-dire que le cerf-volant est entré dans les mœurs. C'est facile dans la mesure où, par exemple, on peut faire un cerf-volant avec un sac poubelle et des tuteurs de bambou, tuteurs pour les fleurs. Et de la ficelle, on prend de la ficelle de boucher. Voilà, tout ça, c'est des choses... Il faut, en fait, quand on veut construire un cerf-volant, il faut faire preuve d'imagination, tout simplement, d'imagination. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'en reviens toujours au net, dès qu'on ne sait pas quelque chose, on appuie sur des boutons. Là, il faut faire fonctionner son petit microprocesseur qu'on a dans la tête. Et avec tous les matériaux qu'on a chez soi, on peut fabriquer un cerf-volant très simplement. Il faut un plan, bien sûr, mais après, il y a des éléments d'information à la disposition de tout le monde. Et puis après, on peut aussi l'acheter tout fait et le faire voler. Voilà. Tout ça, c'est un processus. Quand on fabrique son cerf-volant, on a beaucoup plus de plaisir à le faire voler après, plutôt que de l'acheter et puis de le consommer comme un bien de consommation traditionnel. Au départ, on faisait des cerfs-volants, je parle il y a de nombreuses années, avec des produits qui étaient des produits naturels. C'est-à-dire que vous pouvez faire des cerfs-volants avec du papier. Au début du XXe siècle, du XXe siècle, pardon, on faisait avec des petites affichettes de notaire collées avec de la farine, de la colle de farine. Et puis des armatures étaient des armatures en roseau, en produits naturels, des bambous et autres. Les cordes, c'était des cordes de chanvre, c'était des cordes de lin, c'était des produits qu'on avait à notre disposition. Depuis, on a beaucoup évolué au niveau de la technologie. Maintenant, on a à notre disposition des produits qui sont des produits de synthèse. Parce que depuis le cerf-volant, on a inventé l'aviation. Et après, on s'est servi de l'aviation pour utiliser les produits et les matériaux qui ont évolué. Donc maintenant, on a des produits de synthèse. Produits de synthèse, ça veut dire quoi? C'est des produits à base de pétrole dans l'ensemble. Et puis, la fabrication, elle s'est délocalisée aussi. Avant, on avait des fabrications nationales. Après, pour des raisons économiques, on est passé sur l'Europe de l'Est. Et puis maintenant, on est sur l'Asie. Donc tout ça fait quoi? Au final, le cerf-volant, symbole de paix, de liberté, d'écologie, de développement durable, c'est l'image qu'on en a. En fait, c'est quoi? C'est un objet qui est pourri de chez pourri parce qu'il est fabriqué avec des produits de synthèse. Toutefois, le message qu'il envoie est complètement différent. C'est-à-dire que ce message, c'est un message de paix, de liberté. On a besoin d'avoir du vent, donc pas forcément des pluies acides, que ce ne soit pas pollué, qu'on ait des plages et des airs qui soient le plus propres possible et qu'on puisse continuer à faire évoluer cet objet dans les meilleures conditions. Donc je dirais que par rapport au développement durable, c'est plus un support philosophique. Il est recommandé de ne pas faire du cerf-volant dans Paris intramuros, pour des raisons qui sont des raisons de préconisation de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a dans Paris, il y a peu d'endroits qui sont disponibles. Si on va dans un square, on est avec des arbres, donc il est nécessaire de faire attention, il faut des espaces ventés. Quand on est au milieu des immeubles, c'est pas possible. Et en plus, il y a une législation concernant tout ce qui est aérien. Dès qu'on se trouve dans la zone aérienne, on est obligé de demander une autorisation, dans un premier temps, au propriétaire du lieu, dans un second temps, à la préfecture de police, et dans un troisième temps, à l'administration aérienne. Donc ça fait beaucoup de choses pour faire voler un petit cerf-volant. Il est préférable d'aller à l'extérieur de Paris, soit au bois de Boulogne, soit au bois de Vincennes, où là il y a des airs qui sont parfaitement adaptés à ça.
Le plus petit, c'est 10 euros. Non, même 7 euros, sans remise, jusqu'à se ruiner. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cerfs-volants à 4 000 euros qui sont des cerfs-volants géants, par exemple. Enfin, dans l'ensemble, le panier moyen va s'étaler, on va dire, entre 40 et 80 euros. Celui que je préfère, ou un de ceux que je préfère, c'est celui que j'ai ramené du sud-est de Sulawesi, en Indonésie, qui est fait en feuilles de manioc sauvage sur un treillis naturel. Et ce sont des cerfs-volants qui sont des cerfs-volants avec un arc sonore qui produisent un son quand ils volent. Ce sont des cerfs-volants éphémères, vraiment très très fragiles, puisque c'est en feuilles. Donc quand les feuilles sèchent, le cerf-volant est amené à disparaître aussi, comme nous tous. Contrairement à moi, la durée de vie d'un cerf-volant est éternelle. C'est-à-dire qu'un cerf-volant, on peut le casser, on peut le réparer, mais généralement, on ne peut pas dire qu'un cerf-volant soit mort. Il n'est pas mort. Ou alors après, si on fait un peu de philosophie, on peut dire qu'on le perd. Le cerf-volant, pour voler, il doit être captif, accroché à une corde. C'est aussi une belle image par rapport à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que pour être libre, il a besoin d'être attaché. Et puis si on coupe sa corde, le cerf-volant, il s'envole, il meurt. Il est libre, mais il meurt. Voilà. Un cerf-volant, il peut mourir de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on le perd à un moment donné.